de nous écouter sur le réseau synchronisé de Radio Mali. Il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. La Banque africaine de développement compte renforcer sa coopération avec le Mali. C'est ce qu'a annoncé sa vice-présidente et reçue hier par le chef du gouvernement à travers son document de stratégie pour les 5 prochaines années. L'institution financière veut soutenir le gouvernement malien pour le développement socio-économique du pays. Après 3 jours d'intenses débats entre les acteurs de communication, des médias et les experts, la session de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale a pris fin. Elle a été sanctionnée par de fortes recommandations. Le monde célèbre demain le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. En prélude à cette journée, l'école de maintien de la paix à l'une Blondine Bay renforce les compétences des femmes en leadership féminin et innovation, levier pour l'égalité et l'autonomisation. La page sport avec Isaac Chinou, nous parlerons de football mais aussi de basketball avec la 6e journée du championnat national qui démarre cet après-midi avec 4 rencontres. Des matchs prévus au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie a décidé de mettre en place à partir de juin prochain une agence africaine de notation souveraine. Il s'agit d'une structure qui évalue la capacité des pays à la recherche d'investissements à pouvoir rembourser leurs éventuelles dettes. Pourquoi une agence pour l'Afrique et quels sont les critères de notation? Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berthier dans la chronique du développement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par sa vice-présidente, était hier à la primature avec le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Il a été question du renforcement de la coopération entre le Mali et l'institution financière. À travers son document de stratégie pour les 5 prochaines années, la BAD veut soutenir le gouvernement malien pour le développement socio-économique du pays. Nous vous proposons d'écouter la vice-présidente de la BAD, Nena Nouaboufo, à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koni et Aliou Touri. Je suis venu au nom de la direction de la BAD, le président de la Banque africaine de développement, pour voir avec le gouvernement, pour renforcer la collaboration, pour soutenir le développement socio et économique dans le pays, pour améliorer la vie de la population malienne. Donc on a discuté de comment il faut renforcer cette population. On a parlé aussi de notre document de stratégie pour soutenir ce programme de développement parce que dans chaque pays, nous avons un document de stratégie qui définit tout ce qu'on va faire dans le pays pour 5 ans, ce que nous avons pour le Mali et ça va permettre à la fin de cette année. Donc déjà, il faut commencer à réfléchir avec le gouvernement quels sont les projets clés, quels sont les secteurs clés que le gouvernement bien vouloir que nous allons les soutenir. Et c'est vrai qu'on attendait aussi le document de vision Mali pour 2063 parce qu'on ne peut pas faire le document de stratégie d'un pays sans regarder la vision du pays parce que notre document de stratégie ça doit s'aligner sur la vision et les stratégies du pays. Donc on est bien content de recevoir ça. Ça va quand même nous mettre les pieds en vitesse pour préparer le nouveau document de stratégie du pays. On a regardé aussi, fait un petit état de lieu de projets que nous avons. On a discuté aussi de notre programme pour cette année. Nous avons 2 projets. Un projet d'énergie dans le nord de Bamako et puis un projet aussi routier qui va connecter vers le Sénégal, Dakar. Donc on a discuté aussi pour travailler ensemble avec le gouvernement pour préparer le projet pour l'approbation cette année. Fin de la session de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale. Durant 3 jours, les acteurs des médias et de la communication ont suivi avec intérêt les différentes thématiques abordées, à savoir l'importance de la communication gouvernementale et la stratégie sur la guerre informationnelle. Un séminaire sanctionné par de fortes recommandations. Aridou Matina nous fait le point de la cérémonie de clôture. Ayant regroupé les acteurs des médias et de la communication en général, et en particulier les chargés de communication des différents départements ministériels, le séminaire de renforcement des capacités pour insuffler une nouvelle dynamique à la communication gouvernementale a vécu
Durant 3 jours, plusieurs thématiques d'actualité, dont la guerre informationnelle, ont été décortiquées en long et en large par d'éminents spécialistes du domaine. À l'arrivée, des recommandations sont formulées. Al-Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication stratégique gouvernemental avec un plan d'action assorti entre autres d'un budget et d'un chronogramme. Initier des sessions de formation en direction des structures d'encadrement afin de procéder à la spécialisation des journalistes en matière de veille et de riposte. Créer autour du porte-parole du gouvernement et du ministre chargé de la communication un mécanisme de coordination, la communication gouvernementale et de gestion de l'information en temps de crise. Insuffler une nouvelle dynamique au SIGMA dans le dispositif de la communication gouvernementale en opérationnalisant ces tests de création et d'organisation. La session initiée par la primature en vue d'outiller les acteurs de la communication gouvernementale est de nos jours nécessaire au regard des enjeux géopolitiques et stratégiques. Alamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. À cet instant solennel, je tiens au nom du général de division Ablaye Mega, Premier ministre chef du gouvernement, à exprimer mes sincères remerciements et félicitations à l'ensemble des panélistes et modérateurs qui, par leur expertise et leur pédagogie, ont donné un éclat particulier à cette rencontre. Mesdames et messieurs les participants, vos contributions ont permis de nourrir des débats d'une grande profondeur, renforçant ainsi notre vision commune d'une communication gouvernementale efficace et adaptée aux défis de notre époque. La communication gouvernementale consiste à faire connaître à travers les méthodes les plus compréhensibles par tous le fonctionnement et les formes d'intervention des différentes structures de l'État. Et ce mécanisme qui se veut inclusif doit impliquer tous les acteurs de l'écosystème de l'information et de la communication, aussi bien publics que privés. L'organisation de cet atelier par le gouvernement témoigne de sa ferme volonté de vous associer pleinement à l'amélioration de la communication de l'État. Nous avons que les médias jouent un rôle de premier plan dans la vulgarisation de l'action gouvernementale et nous comptons sur les médias de proximité, véritable relais pour atteindre nos populations juste dans les zones les plus reculées du pays. Les 3 jours d'échange, de réflexion et de contribution marqués par des propositions pertinentes jettent ainsi les bases d'une stratégie ambitieuse et cohérente pour redynamiser la communication gouvernementale. Le monde célèbre demain la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, une occasion de faire le bilan des avancées et des défis en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes. C'est dans ce cadre que l'école du maintien de la paix à l'Une-Blondie a organisé le 6 mars dernier un panel exclusivement féminin sous les thèmes leadership féminin et innovation, levier pour l'égalité et l'autonomisation. La cérémonie d'ouverture a été suivie par Abibatou Ditkoya Ndjakite et Tayab Adjaouyakoya. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe célèbre par anticipation la Journée internationale des droits des femmes. Le thème international 2025 s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ». Au plan national, le thème retenu est « Accélération du rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». De ces 2 thèmes, l'EMP a fait une déclinaison en mettant l'accent sur le leadership féminin et l'innovation. Cela pour analyser l'impact des sessions de renforcement de capacité de l'école sur le parcours professionnel et social de ses alumni et bénéficiaires féminins et son apport à la recherche de leur autonomisation et à l'égalité des genres. Colonel Souleymane Sangaré, directeur général de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe. La Journée internationale des femmes n'est pas seulement un moment de reconnaissance, mais c'est surtout une période dédiée à la réflexion sur les avancées accomplies et les défis persistants en matière d'égalité et d'autonomisation des femmes. Nous voulons atteindre 40% de participation féminine à l'ensemble de nos activités à l'horizon 2028. Car l'implication active des femmes dans les sphères de leadership et d'innovation constitue un levier puissant pour l'avènement d'un monde plus juste, plus inclusif et plus équitable. Koulibaly Kani Diabaté, médecin général de brigade à la retraite, experte consultante internationale. Moi, je suis restée 11 ans seule générale. Dieu merci. L'année dernière, il y a eu 2 femmes généraux. Donc, c'est vraiment une grande avancée. Le leadership féminin est en marche avec des progrès dont on peut se réjouir. Cependant, on a encore du chemin à faire pour relever les défis.
Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille œuvre au quotidien avec ses partenaires pour la mise en œuvre et le suivi de ces engagements. Notre action se concentre sur plusieurs axes prioritaires, à savoir le renforcement des capacités des femmes pour leur permettre d'accéder à des opportunités économiques, politiques et sociales. L'intégration du genre dans toutes les politiques publiques en veillant à ce que chaque programme de développement prenne en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles. La lutte continue pour l'atteinte des objectifs, car ce que femme veut, Dieu le veut. Parlons Ramadan. Le directeur régional du commerce et de la concurrence de Mopti, accompagné du conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur, a sillonné les magasins de stockage de la région pour s'enquérir de l'état de l'approvisionnement des denrées de première nécessité et le respect des prix plafonds. Le point avec Souleymane Sidibé et Djakalia Traoré. Afin de s'assurer de l'approvisionnement correct et régulier de la région de Mopti en denrées alimentaires en ces mois de Ramadan, les autorités administratives, politiques et la direction régionale du commerce et de la concurrence ont effectué une descente dans les marchés de Mopti et Sévaré. Les visiteurs du jour se disent satisfaits du constat sur le terrain. Mamadou Li, directeur régional du commerce et de la concurrence de Mopti. Je suis satisfait vu l'état, le niveau des stocks et les prix fréquents pratiqués par les commerçants grossistes, demi-grossistes et des détaillants. Donc ces prix sont en dessous du prix administré par le gouvernement. Ousmane Diallo, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Mopti. Nous avons vu beaucoup de magasins et la disponibilité en produits alimentaires est là. Nous sommes rassurés que les prix n'ont pas changé. Nous sommes aperçus que les efforts de l'État en matière de réduction du tarif des hydrocarbures a été aussi un facteur qui a contribué à la baisse drastique des prix. Les commerçants, par la voix de leurs responsables, saluent cette initiative et rassurent le maintien des prix fixés par l'État. C'est la Maran Traoré, président des commerçants détaillants de Mopti. Vraiment, nous sommes très contents de cette initiative des autorités. En ce qui concerne nous, les commerçants, nous donnons l'assurance que les prix plafonds seront respectés. À la date d'aujourd'hui, dans la région de Mopti, le sac de 50 kg de sucre est cédé entre 27 000 et 28 000 francs CFA. Et celui du riz importé est 22 000 francs CFA. Quant à l'huile locale, le litre est varié entre 17 500 et 18 000 francs CFA. Et celle importée entre 19 000 et 20 000 francs CFA. Mopti, Souleymane Sidibé, Djakalia Traoré pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international en Côte d'Ivoire, l'ex-commandant de l'unité spécialisée antidrogue du port d'Abidjan et des autres officiers écopent de 5 ans de prison. Le tribunal correctionnel leur reproche d'avoir soustrait une partie d'une saisie colossale, 1,56 tonnes de cocaïne brute, une marchandise estimée à 25 milliards de francs CFA. Rappelons qu'un petit dealer de drogue arrêté à Abidjan en juillet 2022 a accusé plusieurs gendarmes de détourner des saisies. Ces révélations ont déclenché une enquête qui remonte jusqu'au commandant. En Ouganda, le nombre de cas d'Ebola dans le pays est passé à 14 selon les données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies publiées jeudi. 3 des 5 nouveaux cas ont été confirmés et 2 sont considérés comme étant probablement des cas d'Ebola. Au total, le virus d'Ebola se propage désormais dans 5 des 146 districts du pays, dont Kampala, alors qu'une épidémie a été déclarée dans la capitale ougandaise en janvier. Les autorités sanitaires du pays sont critiquées pour ne pas avoir rendu publiques les dernières données de l'épidémie. Le Zimbabwe veut rejoindre les BRICS. Le ministre des Affaires étrangères du pays d'Afrique australe a soumis officiellement hier une demande d'adhésion à cette plateforme. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse avec son homologue russe à Moscou. Le chef de la diplomatie du Zimbabwe a expliqué les raisons pour lesquelles son pays veut devenir membre de ce groupe créé en juin 2009. Mali Actualité, il est 13h passé de 13 minutes.
Sport, basketball, la 6e journée du championnat national de mars cet après-midi avec 4 rencontres. Des matchs prévus au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, championnat national de Ligue 1 professionnel. La phase retour du mardi 2 mai, il s'agit de la 14e journée. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchounou. On commence par le football. La 14e journée du championnat national qui marque la phase retour commence demain. 2 rencontres sont au programme au stade Mamadou Konaté. D'abord à 16h30. Les Ailes du Mandé seront face à Africa Football Elite AFE. Puis à 18h45, US Bougouba jouera contre Binga FC. Au stade Salif Keita de Kati, FC Diara croisera le fer avec l'AS Bakarijan à 16h30. Et à Bouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'AS Bougouni recevra le Djoliba à 16h30. Le lendemain dimanche, il y aura 11 créateurs ASCO au stade Salif Keita de Kati à 16h30. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, on aura Salvador de Bako à AS Police. Et ISFAS AS Real de Bamako. Au classement, après la phase aller, le Djoliba est leader avec 31 points, suivi du Salvador de Bamako 25 points et l'ISFAS ferme la marche avec 24 points. En bas du tableau, on retrouve l'association sportive de Korofina Asco à la 13e place avec 9 points moins 7 et l'étoile du Mandé 14e avec également 9 points, différence de moins 12. Restons en football où la commission ad hoc de la gestion du championnat national professionnel anime cet après-midi une conférence de presse à partir de 15h. Cette conférence de presse sera animée par le général Brahima Diabaté, président de cette commission chargée de la gestion de la compétition. Cette rencontre avec les hommes des médias portera sur le bilan de la phase aller du championnat national professionnel et les perspectives. Basketball, la 6e journée du championnat national de première division démarre cet après-midi avec 4 rencontres. Chez les hommes, à 15h, le centre Mamoudou Kane, CMK, croisera le fer avec l'USFAS. Puis, 2 rencontres de dames suivront. À 17h, Calaban Sport Club sera face à l'USFAS et à 19h, le choc AS Police Djoliba. La soirée se terminera à partir de 21h avec les messieurs. L'AS Police affrontera Attaque Club de Kidal. Cette 6e journée se poursuivra demain. Rappelons qu'à l'issue de la 5e journée, chez les dames, l'ISFAS est en tête avec 9 points. L'AS Police, avec 9 points également, est 2e et 3e Salvador de Bako, 8 points. Au bas du tableau, nous avons l'AS Commune 5 et CRBT avec respectivement 6 points et 5 points. En ce qui concerne les hommes, l'AS Police mène la danse avec 10 points. Le centre de référence de Tombouctou est 2e avec 9 points et 3e Salvador de Bako avec 7 points et un match en retard. Au bas du tableau, on retrouve l'ISFAS et Faso Canou avec 6 points chacun. Chronique du développement. Oui, la chronique du développement du jour nous parle de l'agence de notation souveraine. Cette structure évalue la capacité des pays à la recherche d'investissements à pouvoir rembourser leurs éventuelles dettes. Le dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie a décidé de mettre en place à partir de juin prochain une agence africaine de notation souveraine. Pourquoi une agence pour l'Afrique et quels sont les critères de notation? Éléments de réponse dans ce numéro de la chronique de développement avec Soumela Berti et Marc Dambeli. Les investissements ou même les prêts au profit d'un pays tiers sont souvent conditionnés à l'évaluation des agences dites de notation souveraine. À ce jour, il existe 3 grandes agences de notation au monde implantées pour la plupart dans les pays développés. Souvent victime d'évaluations erronées, l'Afrique a décidé de créer sa propre agence de notation. Qu'est-ce qu'une agence de notation souveraine et quel intérêt pour notre continent? La réponse avec Modibo Maoumakalou, économiste. Quand un pays sort sur les marchés des capitaux internationaux, évidemment, les investisseurs évaluent ces notations souveraines. Mais évidemment, cela pose quelques difficultés pour certains pays parce que ces agences sont toutes basées dans des pays occidentaux. Les Africains se sont beaucoup sentis lésés et à juste raison. C'est donc après le 38e sommet de l'Union africaine, il a été décidé de mettre en place à partir de juin 2025 une agence souveraine africaine de notation. Il s'agit plutôt de corriger les notations inadaptées parce que, évidemment, les évaluations ne sont pas vraiment contextualisées, ne font pas recours à l'expertise locale et sont faites par des agences qui sont situées en dehors du continent. Il s'agit d'inclure des nouveaux paramètres qui permettraient de contextualiser un peu ces notations, d'évaluer objectivement les risques auxquels les pays sont assujettis, mais tout en prenant en compte aussi des aspects exogènes comme le climat, les conflits, les données locales et par exemple les données politico-institutionnelles. Mais il s'agit essentiellement pour une agence de notation d'évaluer
in fine, la capacité de remboursement. Et les Africains ont l'impression que ce n'est pas évalué de manière objective par des agences qui sont extérieures au continent. Après la mise en place de l'Agence de notation souveraine d'Afrique, on est en droit de savoir quelle peut être sa valeur ajoutée et ses relations avec les agences évoluant déjà sur le terrain. Modibo Maoumakalou. Je pense qu'il faut quand même s'inspirer de ce qui a été fait en Asie et ailleurs. C'est de donner des éléments que les autres agences extérieures ne peuvent pas donner en recourant à l'expertise locale, au savoir-faire aussi et aux données actualisées parce que évidemment il y a 3 correctifs essentiels qu'il faut apporter concernant les facteurs exogènes et aussi la validation des données et l'actualisation de ces données locales qui ne sont pas toujours disponibles au niveau international, mais aussi de vendre une meilleure image de l'Afrique parce qu'on ne prend que les aspects les plus négatifs. Comment faire aussi pour découpler un peu la capacité de remboursement des cycles politico-institutionnels. Excellente idée pour les Africains, mais encore faut-il faire savoir ce que cette agence va faire et qu'il y ait beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication pour que ces données puissent être à la portée des investisseurs. Avec des expertises locales avérées, il n'y a pas de raison que la mise en place de l'Agence de notation souveraine de l'Afrique ne puisse pas contribuer à fournir des informations fiables sur les pays concernés, car la finalité du processus de notation est de déterminer la capacité des pays à rembourser leurs dettes. À retrouver donc cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 20h30 avec Soumaïla Berti. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambeli. Bonne suite de programme.